Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Gabon devient l'un des rares pays d'Afrique noire à abroger la loi qui punit les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Les législateurs de la Chambre basse du Parlement gabonais ont voté le 23 juin 2020 la dépénalisation de l'homosexualité. Le Gabon rejoint ainsi la Côte d'Ivoire dans cette démarche. 48 députés ont voté pour la dépénalisation, 24 ont voté contre et 25 se sont abstenus. Dans son analyse, le président Banda Kani a condamné avec véhémence la dépénalisation de l'homosexualité par le Gabon. Écoutons maintenant le décryptage de la situation par le président Banda Kani. Écoutons. Président Banda Kani, est-ce que cette affaire a une influence sur les réseaux? Parce qu'on va revenir sur les images tout à l'heure. Ali Bongo qui a été fait grand maître de la loge maçonnique avec tout le rituel. Il est aujourd'hui malade. En juillet dernier, c'est d'abord une loi qui a atterri à l'Assemblée, une loi dure, répressive pour ce phénomène, l'homosexualité. Mais subitement, nous sommes là pratiquement en juin, c'est-à-dire en l'espace, en moins d'1 an. C'est une autre loi pour dépénaliser l'homosexualité. Ben, je pense que je ne veux pas revenir sur ce qu'on dit, ceux qui m'ont précédé. Je voudrais d'abord saluer Jean Gouem, mon aîné qui est à Paris là-bas. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je ne savais pas qu'il était à Paris. Je suis content de le revoir. S'il est à Paris, je ne sais pas vous l'avez dit. Non, il y est. Et je voudrais saluer de façon particulière le docteur Lengue Chakunte. Ça fait aussi un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Mais c'est toute l'affection que j'ai pour lui. Je suis très heureux de le revoir à travers le petit écran. Depuis que cette affaire-là, qu'on a appelée coronavirus, nous a été imposée, on ne s'est pas vu. Je suis content de le voir, il est en bonne santé, il est vivant. Je salue notre papa, le docteur Basile King, qui est ici avec nous, toi-même, n'est-ce pas? Beaucoup d'émotions. Quand je partage le plateau avec toi, les émotions du début, du commencement. Tout à fait. Je salue les techniciens. Pour revenir dans l'étude de la communauté panafricaniste du monde entier qui nous regarde. Donc, pour revenir à votre question, nos positions sur cette affaire-là sont connues. Moi, je suis clair, c'est un crime. Moi, je suis clair, je n'ai pas de gants par rapport à ça. C'est connu, mes positions sont claires, je les assume. C'est un crime, l'homosexualité. C'est un crime, les LGBT. C'est un crime contre l'humanité, mon cher Bertondi. Et avant d'arriver aujourd'hui au coronavirus, on n'a pas le temps, je vous aurais fait le lien entre le coronavirus et l'homosexualité. Allons-y. Non, on n'a pas le temps. Non, il faudra faire tout un... Mais il y a un lien. Allons-y sur le lien, c'est très important. Entre les LGBT et les LGBT. Quand on parle de LGBT, c'est lesbienne, gay, transsexuel, bisexuel. Oui. Vous prenez lesbienne, contre nature. Vous prenez les gays, contre nature. Bisexuel, transsexuel, contre nature. Mais ça, regardez le lien, c'est quoi? On préparait ainsi, sur le plan de la matrice spirituelle, on préparait ainsi l'avènement de ce qu'ils appellent aujourd'hui la transhumanité. Allez lire tous les discours qu'il y a dans le... Allez lire le dernier forum de Davos. Il y a notre voyou là qu'on appelle, c'est le président, c'est le chairman du club de Davos. Vous savez que Davos c'est le temple du capitalisme mondial. Ouais. C'est le lieu où se retrouvent toutes les élites mondialisées, entre guillemets, du monde entier. C'est là où ils ont dessiné tout ce qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, c'est là où ils ont simulé le coronavirus. C'est là où ils simulent tous les plans économiques sur 5, 10, 15, 20 ans. Actuellement, là où nous parlons là, ils sont en train de parler de la remise à zéro de l'humanité. Il faut bien dire. Oui. Alors, Monsieur Klaus Schwab, qui est le chairman, au dernier forum de Davos, ils ont parlé de la transhumanité. Il dit que l'homme aujourd'hui, l'homme naturel c'est terminé, tout ça c'est terminé. On est entré dans l'ère de la transhumanité, où l'homme de demain va être la fusion de la machine, de l'homme physique et des biotechnologies. Donc un cyborg, c'est le cyborg. Ceux qui ont vu le film d'Arnold Schwarzenegger, c'est le cyborg. Or, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est la destruction de l'humanité. Sous le prétexte de passer à la transhumanité, on détruit l'humanité, mon cher Bertundi. Et le lien, c'est que les LGBT, ces pratiques contre nature, ont préparé le lit sur le plan spirituel à l'avènement, n'est-ce pas, du nouvel ordre mondial qu'ils veulent imposer. Mais ils vont échouer. Ça ne va pas marcher. Mais c'est ça là, le lien. Il y a le lien là-dedans. Donc en encourageant ces pratiques contre nature, comment on dit ça? On affaiblit les nations. On brise la fibre même, c'est-à-dire la fibre naturelle et humaine des nations. C'est-à-dire que comment on dit ça? La matrice vitale des nations et des êtres humains,
on liquide ça à travers ces bêtises-là. Donc les choses sont claires. Vous allez voir que dans tous les pays du monde, chaque fois que les partisans du New World Order ont voulu avancer, ils commencent d'abord par l'homosexualité. Vous vous rappelez M. Obama, à l'époque président, il a fait le tour de l'Afrique avec 600 hommes d'affaires pour faire la campagne d'évangélisation sur l'homosexualité. Donc, il disait aux pays africains où il passait que ceux qui vont adopter cette affaire, les 600 hommes d'affaires que vous voici vont investir dans votre pays. Mais il a reçu beaucoup de non-recevoirs. Partout il est passé, Enfin, il a eu niet. Donc, ce n'est pas une dynamique nouvelle. Donc, je ne sais, quelle est l'urgence, n'est-ce pas, qui a amené le président Ali Bongo à dépénaliser cette affaire? C'est lui ce qui connaît. Il n'y a aucune urgence, n'est-ce pas? Aucune urgence. Évidemment, ça ne peut être les pressions, ça ne peut être que les pressions. Ce n'est pas nécessaire, ça n'apporte rien au Gabon, au contraire. Donc, seul le président Ali Bongo sait pourquoi cette affaire-là, il a déplacé ça chez lui. Mais c'est certainement pour avoir l'argent de ces gens. C'est certainement, comme vous avez dit, n'est-ce pas, pour, comment on dit ça, satisfaire ses allégeances, certainement, ses allégeances mystico-spirituelles. C'est lui seul qui sait. Mais notre position est claire. Cette affaire-là, c'est un crime. Nous, ce n'est pas seulement une affaire d'Africains, mon cher Bertoune. Je voulais vous rappeler, si vous permettez, que ce qu'on appelle la Bible, qu'on présente souvent comme le livre de l'Occident. Moi, ça me fait toujours rire parce que ceux qui ont fait de véritables recherches savent que ce n'est pas un livre occidental. Mais bon, on nous dit la culture judéo-chrétienne. On vous dit que les racines de l'Occident, c'est la culture judéo-chrétienne. C'est au nom de cette racine-là qu'on refuse, par exemple, un pays comme la Turquie d'entrer à l'Union européenne jusqu'à aujourd'hui. L'argument qu'on pose à la Turquie, c'est que les racines de la Turquie ne sont pas judéo-chrétiennes. Même si Bertoune dit, prenez la Bible, prenez l'Ancien Testament, prenez le Nouveau Testament. Il est interdit. Ces rapports, c'est strictement interdit. Donc, si on me dit que ces gens-là ont pour racines les racines judéo-chrétiennes, M. Bertoune dit, mais la Bible, qui est un livre entre guillemets, je dis entre guillemets, hein, judéo-chrétien par excellence, interdit l'homosexualité. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Bon, oui. Quelles sont donc les véritables racines de ces gens-là? Quelles sont véritablement leurs racines de manière fondamentale? Donc, sur le plan de la morale chrétienne et judaïque, sur le plan de l'éthique judéo-chrétienne, sur le plan même de la légalité spirituelle judéo-chrétienne, c'est condamné. Donc, allez donc savoir quelles sont les véritables racines de ceux qui font la promotion de cette affaire. Je dirais d'autres choses pour terminer par rapport à ça. Ouais. Quand on dépénalise, on peut repénaliser. Oui, oui. Quand on dépénalise, oui, on peut repénaliser. Ah, donc, oui. Oui, bien sûr. Donc pour moi, c'est un épiphénomène. Demain, un autre gouvernement peut arriver au Gabon et dire que cette affaire-là, c'est contraire à la culture africaine, c'est contraire à la morale universelle, c'est contraire aux lois de la nature. J'annule ça, je le pénalise. Il y a des bonnes nouvelles, M. Bertoune. Oui, allez-y. Alors nous parlons. La Russie, dans sa nouvelle constitution, adoptée par référendum, par le peuple, c'est dans la constitution. La Russie vient de constitutionnaliser l'interdiction de l'homosexualité et de LGBT. Voilà. Lorsqu'une puissance, membre du Conseil de sécurité, interdit cette affaire-là dans sa constitution, les Africains ne sont plus seuls. Ça veut dire que M. Poutine vient de créer une jurisprudence au niveau international oui, qui désormais est un appui pour les pays africains afin de ne plus subir la pression de ces sorciers internationaux qui veulent détruire l'humanité. Non seulement la Russie a fait ça, mais la Russie a de même plus loin. La Russie a dit dans sa constitution que le droit national russe est supérieur au droit international. Donc il y a des chamboulements dans le monde. Vraiment, cette affaire du Gabon, là, c'était depuis le même, c'est que nous ne s'attendait pas. Nous souhaitons simplement qu'un gouvernement, le gouvernement va arriver et va repénaliser, c'est-à-dire interdire cela. Je voudrais dire maintenant, à la décharge de ce président, qu'il n'est pas le premier. En Afrique, ce n'est pas le premier cas. Le Botswana, cette affaire-là, est légale au Botswana. C'est légalisé au Botswana, mon cher Bertoune. Il y a même plus grave. En Afrique du Sud, oui, tout à fait. L'ANC a refusé cette affaire. Le Parlement a refusé ça. Nelson Mandela a pris par décret. Le président Mandela, c'est par décret qu'il a autorisé, n'est-ce pas, les LGBT en Afrique du Sud. Oui, il faut le dire. Et ça empêche que les Africains considèrent qu'il est leur grand héros. Il n'est pas le nouveau. Beaucoup de nos stars de football sportif que nous adorons baignent dans cette affaire. Bon, au moins, on salue le fait que, bon, même s'ils disent baignent, jamais ne l'ont assumé publiquement. Ça veut dire qu'il y a encore moins la honte. Et c'est bien. Donc, ce n'est pas nouveau en Afrique. Donc, il faut simplement se battre pour que ce mouvement s'arrête très, très rapidement, que
les véritables mouvements panafricanistes prennent le pouvoir dans les pays africains pour valoriser la culture africaine et sauvegarder l'espèce humaine. Merci. Et on va... Suivons aussi le président Bandakani sur le faux débat concernant la passation de gré à gré du pouvoir au Cameroun. Suivons. S'entendre, il se passe le marché dans un gré à gré. C'est ça l'idée dans l'idée du gré à gré. Au niveau juridique, c'est la transmission d'un droit ou d'un bien par le fait de la libre manifestation des volontés des parties. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que la transmission d'un droit ou d'un bien par le fait de la libre manifestation des volontés des parties. Donc, là, on voit qu'on est dans une escroquerie. Ce débat même, c'est une escroquerie. C'est de la manipulation. Parce que c'est de côté bien. Si on quitte le cadre des affaires, vous voyez, quand on dit c'est que transmission d'un bien ou d'un droit. En l'occurrence, on parlerait du droit des Camerounais à élire le président. Où il y a à avoir des élections transparentes, toute cette fiction qu'on raconte là. Donc, transmission d'un droit ou d'un bien par le fait de la libre manifestation des volontés des partis. Or, libre manifestation de la volonté des partis, ça veut dire quoi? Il n'y a pas une libre manifestation des volontés des partis. En l'occurrence, si on parle de la politique, si on parle des partis politiques, dans l'anarchie et le néant, l'expression politique dans tous les pays du monde est organisée. Dans tous les pays du monde, elle est organisée par la loi. Donc le gré à gré, je ne veux pas se transporter. Ça n'a même pas de place dans ce débat. C'est-à-dire que sur le problème du concept juridique du gré à gré, du concept même politico-juridique, on est dans une manipulation pure et simple. On est dans une... Et ceux qui font ça se pensent plus intelligents que les autres. C'est pas le problème. Moi, j'ai été très prudent quand j'ai été invité à ce débat. Parce qu'on se demande, on le bâtit. C'est comme si ceux qui lancent des campagnes de manipulation sont plus intelligents que les autres. Quand on est dans le concept de gré à gré, là, ce débat n'a pas de place. Puisqu'on vous dit que transmission d'un droit ou d'un bien, par l'effet de la libre manifestation des volontés des partis. Or, dans aucun pays au monde, la libre manifestation en politique, n'est-ce pas, ne se fait dans l'anarchie. Ça se fait dans un cadre défini. Dans tous les pays du monde, ça s'appelle une constitution. Dans tous les pays du monde, dites-moi un seul pays au monde où, n'est-ce pas, la politique se fait dans un cadre non organisé. Vous la connaissez? Même les mouvements révolutionnaires qui ont le pouvoir, ils mettent le cadre légal. Alors, quand vous comprenez? Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, sauf si on nous fait croire que, une fois que, entre guillemets, les révolutionnaires autoproclamés par le pouvoir, il n'y a pas la loi. La loi, c'est les adaptations révolutionnaires. Non. Vous comprenez, monsieur? Oui. Quand on a écouté Éric Timani, parce que c'est lui, il a parlé de vacances du pouvoir, il a parlé des tractations qui se font peut-être dans l'ombre, dans le cadre d'organiser peut-être un cadre de succession avec des partis. Donc je ne sais pas si vous l'avez bien suivi. Non, je ne commente pas les choses comme ça. J'ai du respect pour lui, mais je ne commente pas. Il dit que quand il a vacance du pouvoir, il faut qu'il le prouve. Je vous dis qu'on est dans les attractions et la manipulation. Je vais vous dire, l'idée même du gré à gré, sur le plan de sa définition juridique, j'ai fait même au niveau juridico-politique. J'ai commencé par le définir dans le cadre de son usage quotidien. J'ai défini ce que c'est. Et même dans ce cas quotidien-là, le gré à gré, généralement, même dans ce cadre-là, il ne peut se faire que si la loi a prévu qu'il y ait du gré à gré dans les transactions d'affaires, les marchés. Toujours, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on va donner le pouvoir, disons comme ça, un ministre de dire que bon, ok, tu peux faire du gré à gré à hauteur de, ou bien tu peux faire du gré à gré à hauteur de. Donc, c'est toujours dans un cadre légal, toujours légal. Je vous ai encore expliqué que maintenant, sur le plan stricto-juridique, transmission, je répète, transmission d'un bien ou d'un droit, et j'ai dit en l'occurrence, ceux qui lancent la campagne là, convoquent le droit des Camerounais à avoir leur droit à élire leur président de manière légitime. C'est ce qu'ils mettent à l'avant comme argument. Vous comprenez? Alors, j'ai dit donc que, même dans ce cas-là, on dit transmission d'un bien ou d'un droit par l'effet de la libre manifestation des volontés des partis. Or, la libre manifestation des volontés des partis en politique se fait toujours dans un cadre organisé. Maintenant, vous décidez de faire une révolution, mais ça vaut risque et péril. Vous assumez. Bon, si vous échouez la révolution, vous allez subir les conséquences de votre échec. Quand on lance une révolution, il faut la gagner.
Dans ce moment-là, c'est plus un débat légal, c'est un débat que bon, nous on va faire la révolution, on a mis de côté le cadre légal, on estime qu'il n'y a plus de légalité, c'est une légalité qui ne nous arrange plus, nous on fait la révolution, c'est le droit absolu des gens qui s'autoproclament révolutionnaires. C'est le droit le plus absolu. Oui, donc c'est leur droit. Comme par exemple, moi je ne vais pas commenter les gens qui manifestent à Paris, c'est leur droit. S'ils veulent manifester à Paris, dans les nuages, dans le ciel, c'est le droit le plus absolu. Moi je ne commente pas ça. Mais je dis, si on engage une révolution, on dit que bon, on va prendre le pouvoir au Cameroun par tous les moyens, comme cela semble être le cas. Une succession d'une certaine manière sans que cela soit régi par les textes. Est-ce que c'est un peu ça? Parce que ça, c'est des non-dits. Ça s'appelle un procès en sorcellerie. Et ne suivez pas les non-dits. Ceux qui veulent faire la politique par les non-dits, c'est le droit le plus absolu. Mais des gens sérieux ne peuvent pas entrer dans les non-dits. Comment voulez-vous qu'on commence à analyser les accusations portées contre un chef d'État alors que ces accusations sont non fondées? Vous avez vu où est-ce que, qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le moindre élément de preuve qu'on vous a mis sur la table qui démontre que le chef d'État du Cameroun est en train de faire une situation de gré à gré? Alors que je viens de définir ce que c'est. Vous avez vu l'élément, vous avez vu ça. Quelle est la moindre preuve? Quand on vous dit ça, on vous dit, les preuves c'est quoi? On va vous citer que dans le pays, certains États on tue, on assassine les gens, on met les gens en prison et tout. C'est un débat politique. C'est un débat politique. Ça veut rien dire, c'est un débat partisan d'opinion. C'est-à-dire que même si le Cameroun se porte bien, on vous demande qu'il se porte mal. Alors, on vous dit que tel est en prison, on l'assassine. On ne vous dit pas qu'il est en prison pour des raisons précises. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir sur le fait que tout cet arsenal juridique politique qui est là a été mis en place justement par ceux-là qui voient aujourd'hui le blague dans leur tête. C'est eux qui ont mis cela en place. Vous comprenez? Je ne vais pas revenir là-dessus. Les gens sont libres d'être incohérents. Mais je dis que la politique, c'est pas la sorcellerie, M. Baïtoundi. Il n'y a pas au Cameroun une dynamique, nulle part. Il n'y a pas une démarche de transmission du pouvoir du gré à gré. Parce que ce n'est pas possible simplement. Oui, allons-y. Le Cameroun, je vais lire. Et vraiment, voilà, on va lire ça, et si après les gens continuent à faire de l'opinion et de l'adaptation, ce n'est pas le cas absolu. On n'est pas obligé de rester là-dedans. Alors, la constitution du Cameroun, M. Baïtoundi. Cette constitution qui a été de janvier 1996, qui a été révisée en avril 2008, vous comprenez? Défendue par ceux-là qui aujourd'hui parlent du gré à gré. Cette constitution, pendant qu'on la révisait, des milliers de Camerounais étaient dans la rue, en train de dire non à la révision, M. Baïtoundi. Le maintien de l'ordre a été fait en ce temps-là, y compris au prix des morts. Au prix des morts. Ceux qui parlent aujourd'hui là, de gré à gré là, étaient au gouvernement, défendaient cette constitution, l'ont défendue de manière absolue. De manière absolue. Quand vous dites ce... Non, je ne ferai pas le nom de citer, on se connaît. Moi, je vais rester, je ne vais pas rentrer dans les polémiques inutiles. Je donne les arguments. C'est-à-dire que pendant que les Camerounais par milliers manifestaient en 2008 pour dire que nous ne voulons pas qu'on change cette constitution. Et nous, on était là-bas. Nous, on les portait comme ça avec le sang partout. On était là. Ceux qui aujourd'hui voient le gré à gré partout dans leur sommeil, c'est eux qui ont milité, radicalement. Je dis bien article 63. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la constitution du Cameroun demande elle-même, de manière structurelle, qu'on la révise quand c'est nécessaire. C'est dit dans la constitution, je dis bien article 63. Il faut qu'on soit sérieux. C'est dit à l'intérieur que cette constitution a prévu que on peut même modifier si le président décide de le faire, ou bien si l'Assemblée décide de le faire. Monsieur Baïtoundi, alors nous parlons. Il n'y a aucun texte de loi déposé à l'Assemblée du Cameroun, visant à modifier la Constitution. Il dit, alors nous parlons encore là. Il n'y a aucun texte de loi. Maintenant même, si le président du Cameroun voulait changer la Constitution du Cameroun, ce n'est pas du gré à gré, il est dans le respect de la Constitution. Donc, il faut aller dans le fumer des Camerounais.
le monde entier. Si le président du Cameroun, je voudrais qu'on soit très vrai dans cette j'ai donné l'article 63, allez lire, vous avez tout dit. Donc, en principe, cette affaire d'une modification de la Constitution, il y aura un poste de vice-président et autres, vous évacuez ça. C'est de la sorte du Cameroun, pardon, là. Alors, on en parle. Je n'ai pas encore vu un député au Parlement du Cameroun. Vous comprenez? Peut-être que ça va, je ne suis pas un sorcier. Alors, nous parlons. On a déposé au Parlement du Cameroun un projet de loi visant à changer la Constitution. Mais je vais même aller plus loin. Au cas même où c'était fait, il va être dit, c'est constitutionnellement légal. Parce que la Constitution du Cameroun, celle qui est en vigueur, dit, dans son article 63, qu'on peut modifier quand c'est nécessaire. Et celui qui peut le faire, ceux qui ont le pouvoir de le faire, c'est deux institutions. Soit le président de la République, soit le Parlement. C'est écrit. Où est le vrai agréé? Où est le vrai agréé? Et même dans les dispositions pertinentes actuelles de la Constitution du Cameroun, au cas où il y aura un constat légal de la vacance du pouvoir, pas un constat exalté visant à manipuler les gens. Au cas où on constatait la vacance du pouvoir, il n'y a pas de succession de degré agréé. Il y a un intérim, il y a un pouvoir intérimaire. Comment ça se fait? Écoutez, oui. Dans cette condition, on dit que c'est le président du Sénat qui prend l'affaire. Et il organise l'élection. Il ne peut pas être candidat. Il lui est interdit d'être candidat. Est-ce que vous écoutez? Il lui est interdit d'être candidat. Donc, c'est une disposition dans un état actuel même. Au cas où vous avez vacant du pouvoir, si ceux qui sont cohérents, vous comprenez, quand on dit qu'au Cameroun, le pouvoir est vacant, ça veut dire que celui qui le dit doit être cohérent pour dire que, ok, voici la constatation de la vacance. Est-ce que vous me suivez? S'il n'y a pas un constat de la vacance du pouvoir, celui qui parle de vacance du pouvoir est un sorcier. Il fait la sorcellerie, manipule les gens. Parce qu'il n'y a pas de vacance constatée par un individu placé quelque part. Il y a vacance du pouvoir dans un pays quand c'est constaté par les instances habilitées à le faire. Bon, on va aller même plus loin. Supposons même qu'il n'y a pas ces instances-là. Mais tout dit. À qui va-t-on faire croire qu'au Cameroun, il y a un président qui est mort, que nous avons décrété. Et les partenaires du Cameroun, entre guillemets, qui sont en même temps leurs amis, ne disent rien. L'Union européenne, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, tous ces pays qui ont des partenariats importants avec le Cameroun, c'est d'aide. Il faut qu'on arrête la bande du banc aux gens, dont les Chinois qui ont des milliards, qui ont des gros intérêts au Cameroun, les Français, les États-Unis, l'Union européenne, tous ces gens-là qui ont des gros intérêts, peuvent supporter M. Bertoundi, qui est seulement 3 mois de vacances non légales au Cameroun, par le fait que le président serait mort. Vous savez comment on dirige un pays? Vous pensez qu'un pays peut diriger seulement 2 jours? Si le chef était mort en une semaine, ça peut durer on peut cacher autour d'une semaine. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises au jour le jour et qui demandent que le président s'implique. Donc, on peut le débat ici là. Moi, je veux me lever et partir. C'est-à-dire que j'ai envie de me lever et partir. Donc, quand on parle de vacances au pouvoir, ça n'a de sens, que qu'il y a un constat de la vacance. Dans le cas de ce qu'il a constaté. Premier niveau de manipulation. Si vous dites qu'il y a un pouvoir vacant au Cameroun, apportez la preuve. Même quand on n'a pas qualifié à le faire, apportez la preuve. Vous parlez, vous créez une bulle. Une bulle pour installer une anarchie. Mais c'est votre le père absolu. Mais nous, on essaie d'être un peu intelligents. Nous, on essaie un peu de réfléchir. Moi, je vous dis que je me demande ce que je fais dans ce débat. Il faut que ceux qui parlent de vacances nous apportent la constatation de la vacance. Et je veux démontrer qu'il n'est pas possible au Cameroun. Au cas même, c'est pour ça que le président serait mort. Mais je le dis à Alliance parce que le moment, voyez à quel niveau on peut nous entraîner. Il manque de la défense, il manque de l'éthique dans un tel débat, dans de telles démarches. Bon, alors là-bas, vous dites qu'il n'est pas possible dans un pays, Bertoundi, qu'un président soit mort et qu'on cache ça pendant 1 semaine, 2 semaines. C'est pas possible parce qu'un pays, pour fonctionner, a besoin de décisions stratégiques au jour le jour. Et c'est quelqu'un que le prend. C'est pas tout le monde que le prend. Donc, on se débat même dans quoi on se trouve au Cameroun, si ce n'est pas la sorcellerie. Donc, je vais vous démontrer vous dire qu'il n'y a pas de débat. C'est un débat qui n'est fondé en rien du tout. Il n'est pas fondé politiquement, sauf pour ceux qui savent à quoi ça sert.
il n'est pas fondé juridiquement. Il n'est pas fondé sur le plan constitutionnel. Il n'est même pas fondé sur le plan de l'étymologie du mot. Il n'est pas fondé. Je vais vous le démontrer. On parle de quoi alors? On parle de quoi, monsieur? Vous êtes dans la légalité, hein, la voie institutionnelle. Et il faut qu'on... J'ai même pris tous les cas. J'ai même pris tous les cas. C'est-à-dire que si on décide de prendre, de dire qu'on fait la révolution, j'ai entendu. Maintenant, depuis quelques années, il y a beaucoup de révolutionnaires. Beaucoup au Cameroun. C'est leur joie. Quand on fait une révolution, ok, on fait la révolution. On ne dit pas que bon, celui qu'on veut chasser par la révolution, on lui dit constate ta vacance. Non! Un pouvoir est vacant, mais les révolutionnaires prennent le pouvoir. Ils prennent le pouvoir, ils ne sont pas les candidats de marché. Sinon, on ne fait pas la vacance. Si un pouvoir est vacant, les révolutionnaires prennent le pouvoir. Vous comprenez? Quand la révolution russe, 1917, la révolution russe, mais quand les Lénins ont constaté que le pouvoir du tsar était complètement à terre, ils ne sont pas restés ensuite pour aller. Il est longtemps aussi, il a le pouvoir. Donc, un révolutionnaire qui est conséquent ne vient pas dire si tu es d'accord que le pouvoir est vacant. Si c'est vacant, tu peux pas l'étranger. Va prendre le pouvoir. Merci. On va revenir à vous tout à l'heure. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Je voulais poser la question aux politologues. Le RDPC semble indiquer que le sujet ne mérite pas d'être abordé, surtout pas par cet acteur du MRC qui serait exclu de la scène, j'allais dire politique, pour n'être pas représenté à l'Assemblée ou ailleurs. Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que le système institutionnel qui existe au Cameroun, dans sa présentation constitutionnelle, est une démocratie représentative. Il y a à la fois démocratie et il y a représentative. Ça veut dire que la crédibilité politique dans ce système est liée à la capacité de s'inscrire dans les institutions représentatives aux différents niveaux, dans les conseils municipaux, demain les conseils régionaux, au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et pour un certain nombre de citoyens qui sont candidats, essayer d'être élus comme président de la République. Le système politique camerounais n'est pas une oclocratie. C'est quoi une oclocratie? C'est le gouvernement de la foule. La démocratie, ce n'est pas l'oclocratie. La démocratie, dans sa présentation moderne, est liée à ce que les spécialistes appellent le gouvernement représentatif. Bien entendu, pour corriger les imperfections du gouvernement représentatif, on a introduit dans une certaine mesure ce qu'on appelle la démocratie participative, qui se manifeste notamment dans certains pays, par le recours au référendum. Et le référendum, dans certains cas, c'est très avancé, le référendum d'initiative populaire. À partir de ce moment, une formation qui choisit de s'exclure du jeu de la représentation n'a qu'à se plaindre d'elle-même. Dans la structure institutionnelle, il est évident que dans ces conditions, elle est appelée à être périphérique et ne va donc pas se retrouver dans les lieux légitimes où se discutent donc les orientations institutionnelles. Un parti politique qui n'a pas de représentation dans un système représentatif a une crédibilité très limitée, pour ne pas dire une crédibilité inexistante. Parce que la démocratie représentative n'est pas non plus la doxocratie, c'est-à-dire le gouvernement de l'opinion. Bien entendu, avec la complexification des rapports sociaux, dans les systèmes industrialisés, le gouvernement de l'opinion est devenu une préoccupation. Mais c'est une préoccupation qui peut détruire l'appareil démocratique. Ce n'est pas l'opinion qui doit gouverner dans une démocratie représentative. Ce sont les représentants. Tant qu'on n'a pas changé ça, les choses ne peuvent pas fonctionner. Maintenant, pour en venir au leader du MRC, comme a dit un de ses aînés, le problème c'est que le politicien a déshabillé l'agrégé. On ne peut pas comprendre
qu'éminent constitutionnaliste, avec la position qu'il a adoptée au sujet de l'élection présidentielle 2004, qu'en 2018, les choses aient changé. Et on comprend donc que cela relève de l'opportunisme personnel. Ça veut dire que tant que ça concernait les autres, notamment le SDF, il estimait que la Constitution était bien. Mais dès que ça s'appliquait à lui-même, la Constitution devenait subitement mauvaise. Quand j'entends dire que cette formation n'est pas insurrectionnelle, mais soyons justes, dans un système de représentation, une fois que les instances compétentes ont déterminé dans la fonction qui est la fonction du président de la République, qui est élu lorsque cette personnalité a été installée et investie, vous n'avez pas le droit de vous prévaloir de son titre, du titre qu'il exerce dans le cadre du mandat qui lui a été attribué. Et un constitutionnaliste ne peut pas utiliser le discours que j'entends sur président élu, alors que les instances compétentes ne l'ont pas désigné. Il peut protester sur le mécanisme de désignation. Il est légitime en ce cas. Mais il ne peut pas se désigner comme président élu. Il n'y a pas deux présidents dans l'ordre constitutionnel camerounais. Le seul fait de dire qu'on est président élu alors qu'on ne l'a pas été, c'est de l'insurrection, c'est clair. On retient cela. Ensuite, on retient cela. Non, il faut aller jusqu'au bout de la démonstration. On ne peut pas dire qu'il y a eu un hold-up et organiser une campagne en parlant de résistance sans que cela ne soit de l'ordre de l'insurrection. Résistance par rapport à quoi? Résistance par rapport à l'ordre institutionnel. Donc on ne peut pas dire que ce parti est typiquement insurrectionnel. Et cette histoire de gré à gré, c'est quoi? C'est que comme ils sont en dehors des institutions, comme ils sont impuissants et comme le leader constate que sa décision a été une décision hasardeuse, il faut donc rester dans les esprits. D'où le happening permanent, ce bruitage permanent pour que les Camerounais continuent à leur accorder leur attention. Et il semble avoir eu des informations entre guillemets ces informations qui ont donc donné lieu à ce qu'on a entendu sur la mort du président Paul Biya. C'est par rapport à ça qu'on a tissé ce discours de gré à gré. Avec une logique qui est toujours une logique insurrectionnelle. Parce que les messages qui passent aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'Assemblée se prépare donc à sortir ce texte qui va consacrer le gré à gré. Donc, ce qu'ils ont construit comme leur peuple, parce qu'ici au Cameroun, chacun a sa figure du peuple, ils appellent en fait le peuple à l'insurrection, c'est-à-dire à attaquer les institutions lorsqu'elles examineront ce texte, si tant est que ce texte est examiné. C'est une démarche qui est de bout en bout. On vient à vous tout à l'heure, honorable. Parfait, vous me semblez être convaincu finalement. Sur la démarche institution, on va derrière pour prendre... Vous n'êtes pas encore convaincu. Vous n'êtes pas encore convaincu. Je donnerai ce moment peut-être tranché. On a parlé de hors-sujet. Est-ce qu'il faut retenir hors-sujet ou bien un hors-jeu, notamment le fait que celui qui a évoqué le gré à gré ne soit pas qualifié pour aborder la question? Est-ce que si on s'arrête sur la qualification de l'homme, on ne passe pas à côté d'un débat qui est quand même intéressant? Non, moi je crois que les gens ne comprennent pas bien M. Kamto. M. Kamto est cohérent dans sa logique. Il est cohérent du début jusqu'à la fin sur sa logique de rotation tribale du pouvoir. Et donc lorsqu'il parle, qu'est-ce que M. Kamto parle? Il veut dire que aux prochaines élections, si le pouvoir est gagné par un nordiste, ce sera un gré à gré. Si le pouvoir est gagné par un écan, ce sera le gré à gré. S'il est même gagné par un Bassa ou un Douala, ce sera le gré à gré. Pour qu'il n'y ait pas de gré à gré, il faut que ce soit dans le cadre de la rotation tribale, lui. C'est clair.
Et il appelle ça, puisque lorsqu'on voit le comportement de Kamto du début jusqu'à la fin, c'était un comportement de revendication tribale du pouvoir. Et c'est cette logique-là qui est sous-jacente à toutes ces actions. Ça doit être clair. C'est pour ça que pour moi, le gré apparaît comment? Le billet est mort. Donc, comme le billet est mort, donne-nous le pouvoir. On vous soupçonne même de vouloir le confier, même de vouloir le remettre à son fils. Hein? Ce n'est pas possible. Si vous le tentez, il y aura le sang. Si vous tentez de remettre le pouvoir, non. Parce que dans leur logique, ils ne sont pas dans une logique de la démocratie. Que quelqu'un va gagner les élections dans les urnes. Non. Ils sont dans une logique de... Ils ont une perception essentiellement communautariste du pouvoir. Même lorsqu'ils parlent de peuple, ils parlent de quel peuple? Ils parlent de leur peuple à eux. C'est-à-dire une perception toujours communautariste. Donc il n'y a aucun accident dans ce qu'il faut. Il dit, c'est parce que vous ne vous situez pas dans son univers à lui. Vous vous situez peut-être dans l'univers des institutions, c'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre. Ou même l'univers politique. Vous dites qu'il fait ça. Non, même s'il y a peut-être le désir d'être toujours visible. Non, mais c'est plus profond. Kamto et ces gens, Kamto l'a dit. On était à la Cour constitutionnelle quand il a dit que il va faire le concours pour devenir bon. Non, ce n'est pas un lapsus. Ça traduit une vision du Cameroun. Et cette vision-là que vous voyez partout, ce n'est pas un accident. Malheureusement, parti sur des hypothèses fondamentales erronées, ils se retrouvent. Parce qu'en réalité, ils croyaient réellement qu'en manipulant, ils vont réellement gagner le pouvoir. Or, démographiquement, ils n'ont pas ce moyen. Ce n'est pas possible au Cameroun de gagner l'élection en s'appuyant sur une communauté de manière exclusive. Ce n'est pas possible. Or, ils croyaient que c'était possible. Maintenant, ils se retrouvent confrontés à une situation. Il lui reste quoi? La confusion, le désordre, pour pouvoir prendre le pouvoir. Et c'est ça qu'il est en train d'entretenir. Si on prend telle mesure, et le peuple va descendre dans la rue. Dans quelle rue? Ou à Yaoundé? Ils ne peuvent pas. Donc, c'est vraiment... quand tout est cohérent, seulement, il ne peut pas réaliser ce qu'il a en tête. C'est pour ça que... il faut continuer normalement avec les réformes engagées, parce que le vrai problème du Cameroun, et le Cameroun a besoin de revoir sa constitution, revoir même son vivre ensemble, parce que c'est ça qui est fondamental. Ce n'est pas ces perceptions totalement dépassées d'un Cameroun communautarisé, où on tente de manipuler par-ci par-là. Non. Ok, Dieudonné Sombeda, on a compris, hein, peut-être qu'il nous a mieux expliqué la vision de Maurice Kamto. On vous a bien compris. Je vais prendre une réaction de téléspectateurs pour permettre à Dieudonné Somba de revenir sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Le téléspectateur semble croire que vous avez parlé d'une succession sur la base du tribalisme à la tête de l'État. Dans votre exposé, est-ce qu'il s'agit justement d'une réaction tribaliste, celle de Maurice Kamto? Très bien. Je voudrais dire qu'au Cameroun, la politique se joue à deux niveaux. Il y a le niveau formel, officiel, qui est le discours politique. Et ensuite, les forces sous-jacentes, qui sont les forces sociologiques. Le problème, et c'est ça qu'on reproche à Kamto, c'est d'avoir fait émerger les forces sociologiques dans le champ politique. Les partis au Cameroun sont essentiellement communautarisés. Chaque parti, doucement en dehors peut-être du RDPC, chaque parti a des bases ethniques. Chaque parti est localisé. Mais les partis essayent de donner l'image transethnique des partis nationaux.
Même si chacun sait très bien qu'il est d'abord de chez lui, mais il tient un discours qui déborde sa localité. Alors, le premier est avoir tenu le discours clairement tribal, c'est M. Kamto. Et il ne s'est jamais départi de ça. Ce que je veux dire, c'est que même si les autres ont des motivations communautaires, mais ce n'est pas ces motivations communautaires qui les guident dans leur comportement public. A contrario, ce sont ces comportements qui guident M. Kamto. C'est pour ça que tous les partis du Cameroun sont essentiellement des partis tribaux, mais aucun ne se présente comme une mascotte de sa tribu. Aucun. C'est le MRC qui est le premier et le seul à avoir emprunté cette voie. Et c'est pour ça que son discours est essentiellement un discours de revendication communautaire. Même si, quand il habille, parvenez-vous, tout en défendant le MRC dans une certaine mesure, mais il tient un vrai discours. Le problème du Cameroun va au-delà des problèmes il s'agit de redéfinir les règles qui vont régir le Cameroun. Il faut donc modifier la Constitution, mais pas dans le sens qu'on nous présente là. C'est-à-dire, on va peut-être glisser un petit article par-ci pour mettre, c'est pas vice-président et tout ça. Non, parce que même les réformes évoquées par M. Nkouvon tout à l'heure, c'est des réformes de l'État unitaire. Or, est-ce que arriver à ce moment aujourd'hui, ce modèle peut encore prospérer? C'est ça la question essentielle. Et c'est pour ça qu'il faut un débat de fond. Parce que si le système tel qu'il a été configuré depuis, je crois, 72 a marché, il a multiplié d'énormes contraintes internes qui font que tout le monde parle politique, mais on sait très bien que la présence du Cameroun est un enjeu communautaire violent. Les gens ne vous diront pas que nous voulons aussi le pouvoir, mais les gens le disent en cachette ou même implicitement que vous les petits vous allez trop manger, les foules vont manger. Donc au-delà du discours politique, c'est d'abord les réalités sociologiques là qui est là. Et ce qu'on reproche à Kamto, c'est d'avoir élevé cette réalité sociologique au champ même du combat politique. Quand vous allez chez les Bassa espèrent aussi avoir le pouvoir, hein, en tant que communauté. Vous allez chez les Banènes, hein, vous allez chez tout le monde, qui essaie aussi. Et donc le débat aujourd'hui, c'est sortir justement de cet enjeu communautaire du poste de président de la République. Il faut que le poste du président de la République cesse d'avoir un enjeu communautaire. Et ça, c'est cela qui doit être l'objet du débat de la Constitution. Parce que si le poste de président continue avec un enjeu communautaire, la disparition du chef de l'État des Biya va se régler à la machette. Ce que nous ne souhaitons pas, justement, le RDPC gère le présent. Ne pense pas à demain. Non, comment? Attendez, oui, c'est bien ce que vous dites, merci de l'avoir précisé. Je vous renvoie tout simplement à l'article 6 de la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel. Un peu plus loin, alinéa 4, en cas de vacances, pour 120 jours, il y aura une transition. Et donc le débat n'existe plus. Il y aura une transition qui se... Donc le débat n'existe plus. Au bout de la transition, on verra bien si nous sommes en panne de candidature ou panne d'offres. Mais encore une dernière fois, ayons la décence, la patience de la cadence du parcours démocratique, qui fait qu'à un moment donné, une élection qui est un suffrage. Est-ce que ça ne vous inquiète pas lorsqu'un militant reconnu comme Bayrou Fadil... Non, mais je voulais en parler. Je voulais en parler. Avec cette arithmétique-là... Non, mais écoutez-moi très bien. C'est un militant du RDPC. On a parlé tout à l'heure, effectivement, de points de communautarisme. Le président Paul Biya, chaque fois qu'il s'est fait élire à l'extrême nord, au nord et dans la Damawa, ce n'est pas parce qu'il a changé d'ethnie. Retenons-le. Lorsqu'effectivement, il me prend sur les problèmes de fédéralisme, qui est un sujet
forcément qui doit être abordé, il sera abordé dans le cadre d'un thème de campagne qui va être propulsé au devant de la scène par un candidat qui pensera qu'à un moment donné, la voie normale... Si vous voulez parler de modification de la Constitution haute, attendez 5 ans. C'est ça. Mais il en ira ainsi tout le temps. Parce que, bien sûr, le pouvoir dominant, la pensée dominante, je ne voulais pas parler de pouvoir parce qu'à un moment donné, les gens vont... mais comment vous allez faire, honorable? La pensée dominante, à un moment donné, soutient un projet. Ce projet-là sera appliqué parce que c'est sous ce vocable-là que, effectivement, les personnes ont été élues. On l'appliquera le temps nécessaire, qu'il y a un renversement de situation et qu'une autre personne qui a une pensée contraire puisse implémenter autre chose. La vie démocratique, elle est faite de cette façon-là. Et très souvent, effectivement, quand ils entendent parler de consensus, il n'y aura guère de consensus parce que là, entre les multiples projets que vous avez lancés sur le débat là tout à l'heure, vous allez vous entendre, vous-même vous l'avez dit, sur un certain nombre de sujets, sur d'autres vous ne vous entendrez pas. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de s'attendre, et la patience nécessaire d'attendre les échéances qui s'imposent à nous pour pouvoir mettre en arbitrage un certain nombre de sujets que nous pensons étant des préoccupations d'ordre sociétal ou d'ordre même économique. Mais ne posons pas les problèmes à des moments inopportuns. Pour l'heure, on a un président de la République qui a été élu. Il y a la Constitution, effectivement, qui consacre cette élection. Faisons en sorte qu'effectivement qu'il puisse terminer son mandat. Et même si d'aventure n'a pas terminé son mandat, il y a l'article 4 qui fera en sorte que la République ne va pas mourir. Et dans le cadre effectivement de ce développement-là, vous verrez très bien qu'il y a des acteurs en présence qui vont effectivement choisir des gens qui vont aller à une élection éventuelle. Et je peux vous assurer, le RDPC ne sera pas de reste. Et par ailleurs, nous sommes un parti structuré. Assis sur la discipline qui fera qu'à un moment donné on trouvera le candidat idéal. Honorable, on vous a compris, le schéma pour vous qui êtes devenu député, vous avez tranquillement attendu le jour des élections. C'est le schéma républicain, il n'est pas bien. Vous n'avez pas préparé votre campagne en douceur pendant 5 ans. J'ai appris également de la petite carrière politique. Très souvent, il ne faut pas annoncer des événements à un moment inopportun. Mais ils existent, vous les gardez. Il faut donner du temps au temps. Honorable, ça me pensait qu'il ne faut pas aborder les questions là, ils sont inopportunes aujourd'hui. Mais lorsqu'on a écouté les autres intervenants, il y a quand même un peu un regard qui est jeté sur une modification de la Constitution qui ne serait pas une mauvaise chose. Il faut distinguer les espaces. Il y a l'espace de l'opinion, il y a l'espace des institutions, il y a dans les institutions l'espace des bureaux, il y a l'espace des communautés et il y a l'espace des factions. Le débat peut exister dans l'opinion sans qu'il ait la force nécessaire pour se traduire dans le système institutionnel. Parce que dans le système institutionnel, il y a des règles qui existent. Ces règles peuvent évoluer, mais pour l'instant, elles sont là. Et s'il y avait une hypothèse de vacance du pouvoir, ce sont ces règles-là qui s'appliqueraient. Maintenant, il y a l'espace des communautés. L'espace des communautés n'est pas un espace où les formations politiques seraient mécaniquement adossées sur les communautés. C'est plus compliqué que cela. Mais on ne peut pas non plus perdre de vue que dans la relation entre le champ politique qui fait partie de l'espace institutionnel et l'espace des communautés, il y a des canaux de relation. Et ces canaux de relation sont matérialisés par ce qu'on appelle des fiefs. Bien entendu, nos différentes formations politiques ont des fiefs. Mais quand vous analysez la structure et l'histoire du système politique camerounais, vous vous rendez compte que les fiefs sont inégalement construits. Ça veut dire qu'il y a des formations politiques qui peuvent avoir plusieurs fiefs, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont qu'un fief. La formation dominante, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a plusieurs fiefs. Et elle essaie d'articuler politiquement ses fiefs. Mais ça ne va pas sans tension.
Ça veut dire que précisément ce qui s'est passé par exemple avec une autre personnalité qui vient du RDPC, c'est que même à l'intérieur de ce système de contrôle, il y a des surenchères qui peuvent être liées à des stratégies individuelles. N'oublions pas que les gens attendent des redistributions au plan gouvernemental. Donc ça peut être un propos pour se faire entendre quelque part que je suis là. Et ne m'oubliez pas quand on va redistribuer les choses. Il y a l'espace des bureaux, c'est-à-dire les administrations. Aussi bien les administrations civiles que les administrations militaro-sécuritaires. Pour la seule raison qu'un État a une base structurelle. L'appareil d'État reposant fortement sur ces éléments. Maintenant, il y a deux choses qui peuvent déstabiliser dans une situation de vacance du pouvoir, mais qui ne sont pas liées aux institutions. Avec les institutions, si ce n'était que ça le problème, il n'y aurait aucun problème. Les règles sont là. Mais il y a les factions, c'est-à-dire les groupes qui sont constitués autour d'un certain nombre de leaders politiques, économiques, sociaux, qui visent une montée au pouvoir présidentiel et qui peuvent donc utiliser différents types de moyens pour y arriver, des moyens légitimes ou des moyens illégitimes. Ces factions vont donc puiser dans les communautés, mais rien n'assure qu'un politique ou une formation politique à elle seule peut contrôler une communauté, quel que soit le niveau de définition, que la communauté soit clanique, qu'elle soit tribale, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit ethno-régionale. Aucun parti, même le plus puissant, ne contrôle de manière absolue tout un espace communautaire, surtout au niveau ethno-régional. Le problème, en réalité, c'est que les Camerounais mélangent des débats. Et le débat le plus vicieux, c'est le débat sur la rotation, tel qu'ils l'envisagent. Parce que dans le débat sur la rotation, ils ont une vision qui est une vision absolutiste de la présidence. Et c'est là où que le danger peut venir. C'est-à-dire, si nous ne contrôlons pas la présidence dans telle ou telle communauté, nous sommes complètement hors du jeu. Il faut donc tout gâter. C'est là le danger. Ça veut dire que pour le futur, le système politique et institutionnel camerounais sera appelé à évoluer. Mais la meilleure évolution est une évolution méthodique, lente, mais sûre. Pour que précisément on aille vers une situation où les gens ne vont pas se représenter. L'élection d'un Camerounais issu de tel ou tel terroir à la présidence comme une menace pour les autres communautés et les autres terroirs. C'est dans l'esprit des Camerounais que ça se passe. C'est l'esprit des Camerounais qui met en danger le futur. Les institutions peuvent présenter des inconvénients, notamment la taille et l'envergure de la présidence. Mais en même temps, c'est la taille et l'envergure de la présidence qui fait que malgré toutes les secousses qu'on voit, le Cameroun tient. Parce qu'il y a une puissance au sommet qui bloque la possibilité que le pays se divise, parce qu'il y a des forces de division qui sont en train de se réveiller. Nous devons donc être très précis. Je finis sur la question que mon aîné, ami Dieudonné Somba, aime évoquer. Mais à titre, il évoque toujours dans la logique du fétichisme. Ce n'est pas parce que vous allez faire le fédéralisme au Cameroun que ça va régler les problèmes. Vous pouvez faire le fédéralisme et ça multiplie même les problèmes. Ça va même en créer. Ce n'est pas que le fédéralisme en lui-même soit une mauvaise chose, mais les institutions sont dynamiques. Il ne suffit, il n'y a pas simplement des maquettes. Il y a la manière dont on les utilise, il y a la manière dont on les gère. Le Cameroun tel qu'il est constitué, dans une certaine durée, sera un État fédéral. Mais on voit bien qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas encore matures. Si vous engagez cette démarche aujourd'hui, elle va aboutir à des chocs de souveraineté. C'est-à-dire que la manière dont les gens se représentent le fédéralisme aujourd'hui, en réalité, ce sont des États qu'ils veulent. Ce n'est pas un État fédéré, c'est un État souverain. Moi, je vois tout le discours qu'on tient sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas
pas des États fédérés, c'est des États souverains, c'est-à-dire l'éclatement du Cameroun. Merci professeur. Et puis vous avez quand même le soutien de Tobindi qui dit que le RDPC pense et prépare la transition depuis 2006. Les esprits sont préparés, mais le RDPC ne peut pas exposer sa stratégie comme ça. Voilà le sens de ma candidature en 2006 et 2011, dit Tobindi. Et puis pour terminer avec ce débat, je suis d'accord avec le député RDPC, vaut mieux dans ce Cameroun attendre l'échéance. Indiquer un candidat est suicidaire. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut attendre, il faut cacher. Pourtant, Tobindi semble indiquer que vous êtes en préparation depuis 2006. C'était pour vous dire tout simplement qu'à partir du moment où il y a une élection qui termine, on prépare la prochaine. Maintenant, avec l'acteur, le moment venu, on ne prépare où, comment bon, écoutez, il y a des... Non, il y a fait des... Ça veut dire que vous préparez quand même un peu l'après-dia. Non, mais écoutez... Quand même un peu. Mais c'est pas une question qui mérite d'être posée. Chaque fois qu'il y a une élection qui finit, la prochaine, on ne sait pas avec quel acteur on part. Très souvent également, quand on a fait l'état de lieu, on peut raisonnablement dire que c'est telle personne parce qu'il a été là pendant un moment, il a une expertise qu'il a souligné tout à l'heure. Vous qui connaissez bien votre parti, dit que ça fait 9 ans pas de congrès. Le congrès également, il n'a pas dit que tous les 2 jours on doit faire le congrès, on le fait également quand l'opportunité se présente. Il n'y a donc pas d'opportunité jusqu'à présent, monsieur. Plus de la moitié des pays d'Afrique subsaharienne, 28 sur 49, ont des lois interdisant ou réprimant l'homosexualité. Il faut dire qu'au Gabon, depuis juillet 2019, les rapports entre personnes du même sexe étaient passibles de 6 mois de prison maximum et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.